Mesdames et messieurs, comme promis, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de votre émission Zoom Sur. Ce soir, nous allons parler du rapport annuel sur les activités du gouvernement pour l'année 2020 et les perspectives pour l'année 2021, qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, Mohamed Bilal. Deux axes fondamentaux ont marqué l'action du gouvernement au cours de l'année écoulée, à savoir l'urgence sanitaire et sociale d'une part et la relance économique de l'autre. Au cours de cette table ronde, nous allons tenter d'examiner, déterminer les tenants et les aboutissants de ce programme ainsi que les perspectives qui se dessinent. Ce soir, nous avons comme invité Monsieur Khan Brahim, qui est chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Nous avons également avec nous Madame Hindou Ainina, conseiller au cabinet du Premier ministre. Et également avec nous Mohamed Lemine Hamadi, qui est conseiller au cabinet du Premier ministre. Également Mohameden Bahamed, conseiller au cabinet du Premier ministre. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avant de lancer le débat, nous allons suivre tout d'abord un élément qui concentre un peu les grandes lignes du discours du Premier ministre présenté par Mamadou Gueye. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement est resté actif et vigilant sur deux fronts, celui de l'urgence sanitaire et sociale d'un côté et celui de la relance économique de l'autre. Et en dépit de la persistance de la crise économique mondiale qui sévit déjà depuis plusieurs années et de la gravité de la crise sanitaire et son urgence, le gouvernement s'est attelé sans relâche à mettre en œuvre le programme politique du président. À titre de rappel, il s'agit d'un projet économique et social qui vise les grands objectifs suivants. Un État fort, moderne et au service du citoyen. Une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence. Un capital humain valorisé au service du développement. Une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, qui a exposé devant les députés le bilan des actions phares menées dans chacun de ces axes et esquisse les grandes lignes des mesures et chantiers qui seront lancés, poursuivis ou finalisés en 2021. En 2020, en matière économique, les efforts du gouvernement se sont concentrés sur l'atténuation de l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur nos populations d'une part et la relance de l'économie d'autre part. Dès l'apparition de la pandémie dans notre pays, un plan national multisectoriel de riposte destiné à atténuer les effets de la crise sur les ménages et les opérateurs économiques les plus touchés a été mis en œuvre. Il a été suivi d'un plan de relance économique ambitieux dénommé Programme prioritaire élargi du président dans le cadre d'une approche consolidée de la relance économique tendant à promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, à accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à accompagner l'essor du privé national. Plusieurs services et programmes ont vu le jour en 2020 pour servir les citoyens et surtout mettre à leur portée une administration toujours plus proche, accessible et à l'écoute des citoyens pour un développement durable du pays. L'année 2021, les programmes en cours seront poursuivis et de nouveaux projets seront lancés et concerneront notamment l'élaboration d'une stratégie nationale de la cartographie et de la topographie, la constitution de nouveaux regroupements de localités, la création d'une base de données sécurisée, des plans de lotissement de Nouakchott comportant des coordonnées géographiques, la mise en œuvre de plans de développement urbain pour plusieurs capitales régionales. L'année 2021 verra la poursuite des réformes envisagées en vue de professionnaliser davantage le travail administratif et d'améliorer les services rendus aux citoyens. Une annonce faite par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal qui compte poursuivre le grand chantier annoncé par le président de la République pour une Mauritanie qui se veut de plus en plus présente sur l'échiquier international et incontournable dans les rencontres internationales. Comment ce programme ambitieux sera-t-il réalisé? Dans quelles circonstances, avec la pandémie qui plane toujours sur le monde entier et qui ralentit chaque économie? Et quels sont les leviers dont dispose le pays pour atteindre ses objectifs? Merci beaucoup Mamadou Gueye. Donc la question se pose d'elle-même. La question qui se pose est de savoir quels sont les leviers dont dispose l'État pour atteindre ses objectifs. Je commence par vous, Monsieur Khan. Bien, je vous remercie. Je souhaite le bonsoir à tous les téléspectateurs de TVM.
On vous remercie bien sûr de nous accueillir dans vos studios pour nous permettre de faire un peu l'exégèse du texte du discours de Son Excellence Monsieur le Premier ministre devant le Parlement. On le sait, c'est un exercice annuel qui permet au Premier ministre donc de faire le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année écoulée et de présenter les perspectives pour l'année qui s'ouvre. C'est aussi l'occasion pour le Parlement, les représentants du peuple, de faire leurs commentaires, leurs questions, leurs interrogations ou voir leurs recommandations sur l'activité qui leur a été présentée. Actuellement, on le sait, l'année qui vient de s'écouler a été une année assez difficile et perturbée dans le monde entier par cette pandémie qui a fait que donc, la plupart des programmes ont connu soit des retards ou alors des difficultés de mise en œuvre en raison de cette pandémie, des difficultés de se déplacer, difficultés également pour l'expertise internationale de pouvoir venir participer à ce travail. Et donc, sur les aspects économiques, mon collègue Mohamed Lemine interviendra pour vous donner de plus amples informations. Par contre, le levier essentiel sur lequel moi je voudrais insister, c'est le levier des infrastructures qui viennent en soutien donc à cette activité économique et à la croissance. C'est tout ce qui relève de la réalisation des infrastructures routières. On sait que le gouvernement a fait un effort consistant là-dessus. Ainsi, entre août 2019 et la fin décembre 2020, 433 km de routes ont été réalisées, de routes bitumées, soit en termes de voirie urbaine à Nouakchott ou à l'intérieur du pays, ou alors des routes principales qui relient, notamment celles qui viennent de s'achever, la route Nouakchott-Rosso, la route Boumded-Kifa, la route Nema-Chemimi. Donc des routes principales essentielles pour la circulation des biens et des personnes ont été réalisées. D'autres activités ont été réalisées pour permettre toujours à ces activités économiques de s'exercer correctement. Il s'agit du réseau électrique qui a été densifié, aussi bien par des lignes de haute tension que des lignes de basse et moyenne tension. Les principales étant celles qui relient Nouakchott à Nouadhibou, Nouakchott à Zouérat passant par Akjoujt et Attar, et la route et la liaison qui va relier la Mauritanie à la frontière du Sénégal. Donc, parlons un peu aussi du levier économique et la question se pose à vous, Monsieur Mohamed Lemine. Quel levier aujourd'hui économique la Mauritanie dispose justement pour booster le pays? Je vous remercie. Effectivement, comme il a rappelé déjà, cette pandémie cette année a perturbé les priorités, a perturbé les programmes de tous les pays du monde et nous en particulier. Et au lieu de programmes et de priorités mises en œuvre pour atteindre un taux de croissance de 6% qui était prévu, 6,3 qui était prévu pour 2020, nous nous sommes retrouvés à essayer de limiter la casse, ou plus ou moins à contenir la contraction de notre économie. Et nous avons réussi à limiter la détérioration et la chute de la croissance à l'ordre de 3%. Ce qui n'est pas mal et qui pourrait finalement aussi être mieux. Les priorités ont été chamboulées aussi parce que nous nous sommes retrouvés en train de changer les priorités pour plutôt mettre en place les conditions de limiter l'impact sanitaire, social et économique de la crise sur les populations et puis préserver nos équilibres macroéconomiques dans la mesure du possible et surtout préparer les conditions d'une bonne relance économique pour 2021 et pour les années qui suivront. Nous pourrons voir dans le détail, peut-être dans les seconds passages à venir, les autres questions, comment dans la pratique cela se fait. Mais essentiellement, les priorités aujourd'hui du gouvernement pour faire face à cela et en tirant les leçons de la crise et de son impact sur le monde et sur les échanges de façon générale, les priorités, c'est d'abord donner aujourd'hui la priorité au secteur productif pour accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Pour aussi, deuxième priorité, c'est le développement de notre secteur privé pour qu'il puisse contribuer mieux au développement économique, à la relance économique. Pour cela, un programme ambitieux qu'on détaillera peut-être à venir, le PROPEP, particulièrement, programme prioritaire élargi du président de la République, a été conçu, qui vise justement
à remettre l'économie sur les rails de la croissance de façon durable et inclusive, comme l'a rappelé votre reportage. Monsieur Mohamed Lemine a parlé de priorités. Et vous, selon vous, Madame Hindou, quelles sont les priorités? Merci. Donc, les priorités ont chaque fois changé en fonction de la conjoncture. Donc, on se rappelle qu'en février 2020, par exemple, on était sur le lancement d'un grand projet sur l'éducation. Et donc, l'école républicaine est le grand projet, le programme prioritaire numéro 1 du président de la République qui a été annoncé et dans lequel les infrastructures et le développement du capital humain, le renforcement de l'école, la mise en place de tout ce qui relève de ça a été amorcé. Puis il y a eu la crise et bien sûr il y a eu un arrêt. Donc je reviens à ce point de départ, c'est juste pour remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que si on parle de levier économique, si on parle de manière de relancer et d'ordre des priorités par rapport à cette question, la conjoncture impose son propre ordre de priorité. Donc, on était sur une école, un grand programme de réforme et d'école républicaine qui a été stoppé par la pandémie. Donc, il n'y avait plus d'école, tout est fermé. Donc, il fallait changer de nouveau les priorités. Et comme vous l'avez dit, la priorité qui a commencé, c'est d'abord faire face à la pandémie. Donc, c'était la première priorité. Et ensuite, arriver et assister les gens qui ont des problèmes à cause de cette pandémie justement et à cause des mesures restrictives. Toute l'économie qui était en train de se casser à cause de ça et tous les secteurs informels dans lesquels énormément de Mauritaniens travaillent et la majorité des citoyens sont dans des secteurs de travail informel. Et donc ce secteur-là a particulièrement souffert de cette pandémie et de cette situation de crise. Donc il fallait que, du coup, les priorités ont été revues. Et donc, on a repensé toute l'approche et on a fait l'aide aux populations, l'aide aux ménages, la distribution de produits alimentaires. Et la crise a montré quoi? Elle a montré que l'État ne peut pas se désengager de l'action économique, il ne peut pas se désengager totalement, même dans les pays où ça a été structuré de cette façon pour que l'État se désengage et où l'économie était structurée. L'État a été obligé de s'imposer à tous les niveaux pour faire face, pour faire la sécurité, pour fermer les frontières, pour faire ressusciter le secteur de la santé qui est le premier maintenant qui doit faire face à la crise. Donc le premier qui a dû être revu totalement, c'est le secteur de la santé. Donc il a fallu restructurer, il a fallu rééquiper, il a fallu donner en priorité dans un contexte où tout le monde cherchait la même chose. Tout le monde cherchait des masques, tout le monde cherchait des antiseptiques, des solvants, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tout le monde cherchait des respirateurs, tout le monde cherchait des lits de réanimation, tout le monde, des médicaments. Donc la course était effrénée et donc il fallait trouver sa petite place par rapport à tout ça. Et donc ça, c'était une priorité. Ensuite, aider les gens qui ont souffert le plus de ça, c'est-à-dire tous les ménages pauvres, toutes les couches de la société qui vivaient dans le secteur informel au quotidien. Essayer de les assister par les vivres et par le cash transfert. Ça, c'est une action prioritaire qui a été faite. Et donc, la mise en place du grand fonds, le fonds pour faire face, c'était une idée géniale, c'est-à-dire faire un fonds dans lequel tout le monde va s'impliquer et dans lequel tout le monde va mettre pour que tout le monde se mette ensemble, l'État, le privé et les particuliers et les partenaires pour faire face à la crise. Donc c'est un ensemble de priorités qui sont à chaque fois réajustées en fonction du Merci contexte. Madame Hindou. Maintenant la question se pose à Monsieur Mohamed Nba. Selon vous, quelle autre priorité aujourd'hui on peut parler? Merci beaucoup. Je rejoins un peu les collègues pour remercier la Mauritanie pour l'opportunité qui nous a été donnée de commenter le bilan et les perspectives présentées par Monsieur le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, conformément à une obligation qui est prévue par la Constitution, par l'article 73 de la Constitution,
Donc, comme ça a été aussi signalé, c'est un exercice régulier. Cet exercice, je pense que dans l'ensemble a été marqué par un effort de réalisme et de sérénité. Si vous voulez parler de priorités dans un État, tout est prioritaire. Parce que même s'il y a une pandémie, il y a d'autres composantes, d'autres volets qui doivent être entretenus et qui doivent être mis en œuvre. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Cette pandémie a montré, malgré toutes les idéologies qui ont été développées un peu partout dans le monde, que l'État est resté pratiquement le seul acteur au niveau international, partout dans les pays qui portaient le libéralisme au plus haut niveau, dans les pays socialistes, dans les pays intermédiaires, tout cela. Partout, pendant cette pandémie, seul l'État a intervenu et à un moment donné, il était pratiquement le seul sur l'ensemble de l'espace. Donc, ce qui fait que quand l'État est le seul acteur responsable un peu du dispositif de riposte à la pandémie, ça veut dire qu'il doit être outillé, qu'il doit être fort, qu'il doit avoir tous les moyens. C'est pourquoi d'ailleurs, et heureusement, dans le programme à la fois du président, mais aussi dans la déclaration de politique générale du gouvernement, qui reprend en réalité le programme du président, le premier axe qui a été retenu est celui d'un État fort et moderne, mais un État fort, moderne, au service des citoyens, c'est-à-dire capable de fournir l'essentiel des prestations dont nos citoyens ont besoin. Et en la matière, effectivement, il y avait cela. Mais moi, j'ai relevé un peu, je pense que d'autres observateurs l'ont fait, quelques spécificités un peu de ce bilan et de ces perspectives au niveau c'est-à-dire au niveau de la présentation, au niveau du contenu. Je pense que ça a été soulevé dans l'émission en arabe la fois passée, c'est-à-dire que ce bilan a essayé de renforcer l'institutionnalisation un peu, l'aspect relatif aux institutions et aux politiques publiques en général. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, et non plus quelques ministères ou ainsi de suite, il y a un gouvernement qui est responsable d'un ensemble de politiques publiques, et donc ce gouvernement a pris en charge à la fois la riposte à la pandémie, mais aussi la mise en œuvre des autres politiques publiques qui étaient prévues dans le cadre du programme du président, dans le cadre c'est-à-dire qui étaient indispensables pour les pays. Donc cet aspect d'État moderne et d'État au service des citoyens, je pense que c'est extrêmement important de parler un peu de ces deux notions, État et citoyen. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect-là, mais j'aimerais savoir, vous avez dit au début de votre intervention que c'est un exercice, un rituel que doit faire le Premier ministre, présenter un petit peu les perspectives et vraiment ce qui s'est passé. Mais comment, ou disons, en quoi est-il différent cette fois-ci? En quoi cet exercice est différent des autres années? Bon, peut-être que les collègues en parleront, mais au niveau de la préparation et au niveau de la volonté exprimée par le Premier ministre pour la préparation de ce bilan, c'est de veiller à ce que ne soient cités que des réalisations effectives ou des projets en cours de réalisation. Et donc, se concentrer un peu sur cela et rester à la fois dans le réalisme, c'est-à-dire on a évité quelque part le populisme et un peu le dogmatisme qui sont souvent présents dans tous les discours politiques. Le bilan a essayé de se focaliser. Qu'est-ce que vous appelez populisme?
Bon, ça demandera beaucoup de... Pour qu'on puisse comprendre, qu'on soit au même niveau ça demandera de ça, il faudra peut-être chercher ailleurs des réalismes et de sérénité dans le discours et dans la mise en œuvre à la fois du discours, son application, mais aussi des politiques publiques qui sont prévues dans le cadre du programme du président et de la déclaration de politique générale que le Premier ministre avait annoncé au moment où il a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale au moment après sa nomination au mois de septembre. La question se pose également à vous, Madame Hindou. Quelle est la différence entre le discours de l'année dernière et cette année? C'est le format. C'est-à-dire que d'habitude, le format classique est un format sectoriel. C'est-à-dire que on présentait un peu le bilan de manière sectorielle et chaque département présentait un peu et les gens entendaient citer le nom de leur village où on a fait une école, où on a fait un puits, où on a fait un barrage, etc. Donc cette fois, l'approche a été différente parce que le programme du président de la République est différent. C'est-à-dire qu'il est articulé de manière à ce que pour se classer ou bien pour s'aligner à ce programme-là, on est obligé de voir les choses par axe, beaucoup plus que par secteur. Et la politique aussi, et la volonté politique du président de la République est que tout ce travail-là est un travail d'équipe. Donc, si on peut, par exemple, dire au niveau des infrastructures, il y a des routes, il y a des barrages, il y a de l'électrification, il y a des canalisations d'eau, il y a des fibres optiques qu'on déplace, il y a un câble sous-marin qu'on est en train de placer, il y a des installations de télécommunications ou des infrastructures quelconques des bâtiments qu'on est en train de bâtir, administratifs ou de services publics ou scolaires, etc. Tout ça, chaque partie relève d'un département. Mais ce qu'il a fallu, c'est faire un peu le conglomérat de tout ça et montrer ce qui a été fait. Ce que mon collègue a voulu un peu exprimer, c'est que ne pas aller dans la relation, c'est-à-dire ne pas relater tout simplement, mais faire des conglomérats et montrer qu'il y a un travail qui a été fait malgré les conditions difficiles et qu'on sait très bien qu'il y a un travail qui n'a pas pu être fait non plus. Et là aussi, ça a été noté. Et donc, on ne cite que ce qui a pu être fait, ce qui est en cours d'être réalisé ou ce qu'on est en train d'amorcer pour réaliser. C'est-à-dire que ce qui a été mis dans ce bilan-là, c'est uniquement ça. Ce qui a été fait, ce qui est en cours de réalisation, ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation, ou ce qui immédiatement va être amorcé. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé trop loin dans les perspectives politiques qui permettent parce qu'on sait aussi que la conjoncture est difficile et qu'il ne faut pas supposer que la crise c'est fini. La crise, même si par enchantement ou par chance la crise sanitaire s'arrête, par n'importe quel stratagème, la crise économique, elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Et c'est maintenant qu'elle va commencer. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut pouvoir faire face. Donc ce discours est différent. Ce discours est différent dans sa forme. M. Ba n'a pas voulu nous expliquer, mais il est différent dans sa forme et dans son contenu. Il n'est pas le discours qui miroite un peu comme font les politiciens qu'on va faire la pluie et le beau temps. Non, on a fait ça dans des conditions particulières. On suppose, on se prépare pour faire ça. Et si la conjoncture s'y prête, on fera ça. Mais on sait que si la conjoncture, comme en 2020, va continuer avec les mêmes situations d'incertitude, on va changer de priorité. C'est tout à fait normal parce que la conjoncture va imposer forcément un retour de situation et donc une réévaluation des possibilités et de ce qu'on peut faire. Pour parler des axes, on a un État fort, moderne, tout à l'heure M. Ban en a parlé, un État fort, moderne et au service des citoyens. Qu'est-ce qui sous-tend aujourd'hui, alimente un État fort selon vous, M. Mohamed Lamine, un État fort et moderne? Un État fort et moderne, c'est d'abord un État qui subvient aux besoins essentiels de ses citoyens.
Et si vous me le permettez, pour revenir un peu à la question que vous venez de poser, pour y donner ma réponse, je pense que l'élément cette année, la réponse, ce qui est différent, c'est que ça a été de dire en quelque sorte, à circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle et moyens exceptionnels, aussi bien en termes d'étendue, d'amplification et d'accélération de la mise en œuvre des programmes. Ça a été la réponse et le style du gouvernement immédiatement dès l'apparition de cette crise. Les moyens exceptionnels, 240 milliards de billets sur 30 mois pour le programme prioritaire élargi du président de la République. C'est du jamais vu dans ce pays. Précédé par le programme multisectoriel de relance de riposte au Covid, 60 milliards déjà aussi. Ça, c'est des moyens exceptionnels pour des circonstances exceptionnelles. Les infrastructures qui en ont résulté, par exemple pour l'école dont elle parlait, vous avez un programme actuellement en cours pour la construction, la mise en œuvre de 1350 salles de classe en une seule fois. Là aussi, c'est du jamais vu. 850 classes dans le cadre du programme prioritaire numéro 1, 2 fois 500 dans le cadre du programme prioritaire élargi. Donc, ça, c'est déjà en termes de la nature de la réponse cette année, ce qu'elle a d'exceptionnel. Maintenant, pour un État fort au service des citoyens, le voilà. C'est d'abord un État qui protège les citoyens des aléas extérieurs, quelle que soit la nature de ces risques et de ces aléas. Ça a été fait, nous l'avons vu avec aussi bien les réalisations en matière de politique extérieure, de défense et de sécurité, mais aussi à l'intérieur, parce que les risques aujourd'hui et les aléas sont surtout intérieurs, sont surtout transversaux et transfrontières. Ça n'est pas propre à aucun pays. Aujourd'hui, essentiellement, cette année, c'est la crise sanitaire. Le gouvernement a répondu dès l'arrivée de la crise. Et même d'ailleurs, je devrais le dire avant, puisque avant qu'il y ait la crise du Covid, le gouvernement avait déjà mis en place le programme prioritaire numéro 1, dont l'objectif était d'abord d'accélérer l'atteinte des objectifs du programme des engagements du président de la République, et qui n'était pas une réponse à la crise puisqu'il a précédé. Il avait commencé aussi à mettre en place d'autres programmes qui avaient précédé la crise Covid. Je veux parler du programme ML, qui est une réponse là aussi de soutien aux citoyens, notamment en pouvoir de matière d'achat, le programme pastoral spécial, là aussi très important, et enfin le programme prioritaire numéro 1. Et finalement, lorsque la crise est venue, le grand programme de relance économique et le programme prioritaire élargi est venu comme réponse et comme cadre d'amplification et d'élargissement de l'ensemble de ces programmes pour faire une réponse à la crise et surtout préparer la relance économique. Et ce programme il a été préparé spécifiquement pour préparer la relance dans notre pays en partant d'un diagnostic objectif et fidèle de la situation de notre économie, avec des doses aussi bien de stratégies de relance par l'offre, de relance par les travaux, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il commence à porter ses fruits. Il a d'abord permis de sauvegarder nos citoyens et de leur faire passer la crise, mais il a aussi servi à préparer les conditions de la crise, notamment de la relance, notamment en injectant de la liquidité dans l'économie, en soutenant le pouvoir d'achat, la consommation et partant la croissance. Merci beaucoup, M. Mohamed Lemine. M. Khan, pour revenir un peu sur ce que M. Mohamed Lemine a dit, est-ce que ces programmes ont vraiment créé le cadre idéal pour le citoyen, pour vraiment un État moderne, un État de droit, améliorer les services et tout? Bien entendu, bien entendu. Vous avez posé la question par rapport à l'État fort et l'État. Un État est fort par le droit, pas uniquement par la puissance de son armée ou de sa police. C'est important parce qu'on défend le territoire, on défend les citoyens, on les préserve. Par contre, c'est d'abord le droit. Des institutions fortes qui, chacune, sont régies par des textes clairs et auxquels ont adhéré tous les citoyens, notre Constitution. Chacune des institutions fonctionne correctement. Il y a une séparation des pouvoirs. Le citoyen est protégé par le droit parce qu'il peut faire recours devant toutes les instances judiciaires pour faire valoir ses droits. C'est ça un État fort. Maintenant, au service des citoyens, Mohamed Lemine vous a évoqué tous les aspects sociaux qui ont été faits en direction des citoyens. Il y a aussi tout ce que les citoyens peuvent faire à l'intérieur de son pays en termes d'initiatives économiques, personnelles, de jouir librement de ses biens et de tous ses droits fondamentaux de citoyen. Il est électeur, on lui rend compte à la fin de chaque mandat de ce qui a été fait et il a le pouvoir de choisir entre plusieurs dirigeants qui se présenteront à ses suffrages.
tout cela fait qu'on est dans une ambiance qui nous permet de créer les prémices d'un État qui va lancer son développement économique. Cela suppose par contre que beaucoup de préalables soient réalisés. Il faut déjà qu'on en finisse avec cette pandémie qui, on l'a dit, a perturbé complètement l'activité économique dans tous les pays. Mais ça nous a mis en évidence certaines réalités. La première est qu'il faut d'abord pouvoir compter sur ses propres ressources pour s'alimenter et aussi pour toutes les autres activités. Premièrement, nous avons la chance, nous, d'avoir un secteur de la pêche qui a un potentiel énorme. Nous avons le fleuve et toutes les terres agricoles qui sont exploitables pour pouvoir subvenir aux besoins des populations. Nous avons un élevage en cheptel qui est parmi les plus florissants en Afrique et diversifié. Donc on a aujourd'hui le potentiel qui nous permet de rebondir immédiatement après la crise avec l'effort que le gouvernement est en train de faire. D'où la priorité qui est donnée au secteur rural dans le programme prioritaire du président. Dans le secteur agricole, des dizaines de milliers d'hectares vont être réaménagés pour faire du maraîchage et de tous les types de cultures. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et on va le voir encore davantage certainement cette année ou l'année d'après, que les prix des matières premières vont grimper dans le monde parce que chaque pays veut d'abord s'assurer qu'il va pouvoir subvenir aux besoins de sa population avant d'exporter ses produits. Mais nous, si on ne produit pas nos propres ressources qu'on va consommer, comment on va les trouver? On va les trouver à des prix beaucoup plus élevés. Et ça commence à être le cas. Heureusement, le gouvernement a pris des mesures pour pallier l'augmentation des prix et pour assurer un approvisionnement régulier du marché mauritanien. Ça n'empêche pas, au contraire, ça doit être l'occasion de relancer les productions nationales dans tous les domaines et d'exploiter les ressources nationales, notamment dans le domaine de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture. Monsieur Mohamed, quel autre aspect, mis à part l'aspect dont ont cité tout à l'heure Monsieur Khan et Monsieur Mohamed Lemine, quel autre aspect peut alimenter un État de droit et un État fort au service des citoyens? Bon, un État de droit d'abord, c'est un ensemble d'institutions qui existent et qui remplissent leurs fonctions. C'est à la fois la justice, et dans ce domaine, il y a encore des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ce secteur. Et ça a été mentionné, c'est mentionné dans le bilan. Il y a un effort au niveau de l'harmonisation des lois et règlements, du cadre légal, de la législation. Il y a un effort au niveau de la préparation des ressources humaines capables de mettre en œuvre les politiques dans ce secteur-là, à la fois pour l'aspect judiciaire, mais aussi pour l'aspect pénitentiaire, qui fait partie un peu. Et aussi un effort au niveau des infrastructures, c'est-à-dire la construction des tribunaux, des établissements pénitentiaires, pour rapprocher un peu ce secteur de la population, c'est-à-dire la justice du justiciable. Et dans ce cadre-là, l'amorce qui a été lancée, c'est un peu aussi la mise en place du dispositif relatif à l'assistance judiciaire, qui a été organisé par une loi depuis un certain nombre d'années et dont le dispositif de mise en œuvre n'a pu être réellement mis en place qu'en 2020 avec la mise en place des bureaux régionaux pour l'assistance judiciaire. C'est un dispositif qui doit aider les citoyens qui n'ont pas les moyens d'accéder à la justice, donc pour leur permettre d'y accéder et donc pour bénéficier un peu de ce service-là. Donc ça, c'est un niveau. La justice, c'est connu, c'est d'abord le premier élément d'un état de droit. Et c'est un peu la demande de tout le monde en réalité. Tout le monde demande justice et voudrait avoir la justice. Donc c'est un dispositif qui est mis en place évidemment depuis très longtemps, mais qui se développe
et les correctifs nécessaires sont apportés de manière régulière. Et ce bilan-là, il a cherché un peu à faire sortir ce qui a été réellement réalisé en 2020 dans ce cadre-là. Et il a affirmé la volonté de poursuivre dans ce sens-là pour effectivement rendre la justice la plus proche et rendre les procès plus équitables. Donc dans ce cadre-là, je pense que ça c'est extrêmement important. La justice c'est très important. On dit qu'un État peut se développer sans être musulman, mais il ne peut pas se développer s'il n'y a pas une justice. S'il y a de l'injustice, il ne peut pas se développer, il ne peut pas exister. Donc c'est extrêmement important. Il y a aussi évidemment l'action des pouvoirs publics dans le cadre de la diplomatie. C'est un volet extrêmement important parce que l'État doit exister aussi bien en interne, mais il doit exister aussi en externe, c'est-à-dire dans ses relations avec l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre du développement et de tous les aspects relatifs à la coopération internationale. Et dans ce cadre, je pense que le bilan qui est présenté est assez significatif, toujours parce que tous ces bilans-là, il faut toujours les mettre dans le contexte qui a été rappelé par les collègues que vous connaissez tous, la pandémie et les incertitudes qui continuent à peser sur la mise en œuvre des politiques publiques un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Un État de droit, c'est aussi une administration professionnelle, compétente, intègre. Et ça, ça fait partie un peu des objectifs que nous cherchons à mettre en œuvre dans le programme, à la fois du président, mais aussi dans le bilan. Un certain nombre d'actions qui ont été citées, que vous connaissez tous, par exemple les mesures relatives à la valorisation des pensions des retraités, à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, de la modernisation d'un certain aspect de trucs. Il y a un volet extrêmement important sur la décentralisation, donc le processus de mise en place de la décentralisation, voilà, de la deuxième génération de la décentralisation, parce qu'il y a une première avec les communes, il y a une deuxième avec les régions. Et le processus est lancé depuis la sortie de la loi. D'accord. Est-ce que c'est pas fini. Nous allons revenir sur cet aspect-là. D'accord. J'aimerais juste un petit peu taquiner Madame Hindou. Est-ce qu'un État de droit sous-entend également une communication forte et une presse forte? Une présence forte. Une meilleure information. Parce que aussi, et c'est clair que quel que soit le travail qui est fait, si on ne se rend pas compte, la perception qu'on en a, si elle n'est pas bonne, forcément, ça ne passe pas. C'est-à-dire, quel que soit l'effort qui a été fait, il faut que les gens se rendent compte de cet effort, de ses points positifs comme de ses points négatifs, Mais est-ce que la presse joue ce rôle actuellement, notre presse? Notre presse, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier parce que la liberté de la presse, c'est un ensemble aussi. La liberté d'opinion, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution, garanti par les lois du pays. Il suffit que tout le monde, et là c'est garanti, c'est vrai que la professionnalisation, comme tout le reste, les gens, on pense que ce n'est pas encore tout à fait un secteur très organisée et très professionnalisée au sens, c'est ce que disent les gens de la presse, mais elle est là. Elle est là et c'est un espace libre et la liberté d'expression est tout à fait garantie et tout le monde critique comme il veut, tout le monde dit. Mais est-ce qu'elle contribue, notre presse, à renforcer l'état de droit? Mais oui, parce qu'informer, quelle que soit la forme de cette information par ailleurs, fait partie de ça. Parce qu'informer le citoyen de ses droits, informer le citoyen et celui qui dirige et celui qui décide de ces dérapages, ça aussi c'est important. Tout le monde peut déraper, mais l'état de droit est là pour garantir justement que les dérapages soient arrêtés et que la liberté soit garantie dans le cadre de la loi et que la réglementation passe au-dessus de tout le monde et que personne n'est au-dessus de la loi. Ça aussi c'est un état de droit. Le contrôle et la bonne gouvernance, ça c'est l'état de droit. Mais il y a quand même beaucoup de délits, vous le savez autant que moi. Beaucoup de spéculisme dans la presse, dans notre presse. Spéculisme.
de délit. Oui, mais c'est fait pour ça aussi, quelque part. Quelque part, ça fait partie du boulot de spéculer, Mais existe-t-il de levier de contrôle, justement, de cette presse? C'est sûr que le constat global que font les gens et l'opinion en général, c'est qu'il y a lieu de faire une restructuration, une révision de l'ensemble du cadre législatif qui régit le secteur. N'empêche que le principe fondamental, c'est le principe de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion qui sont garantis. Donc le quatrième pouvoir reste à parfaire ou à faire? Tout est à parfaire. De toute façon, c'est un principe. Tout est à parfaire. C'est vrai qu'on a des acquis, mais il faut les améliorer, il faut avancer. Alors, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence. Comment peut-on analyser cette approche, M. Mohamed Lamine? Ça, c'est une approche et c'est un objectif. C'est l'un des principaux engagements du président de la République dans son programme de mettre l'économie du pays sur le chemin de la résilience. Et c'est ce qui a été entamé par le gouvernement. Je viens de le dire, je vais peut-être aller un peu plus dans le détail cette fois-ci, en particulier sur les deux priorités, à savoir les secteurs productifs. Vous savez, le secteur productif aujourd'hui, quand on les dit et qu'on leur donne la priorité, c'est deux piliers, la pêche et le monde rural. La pêche, vous savez, l'importance que joue la pêche dans notre économie, par son poids. La pêche, c'est 5% du PIB. C'est le secteur de la pêche, je veux dire. C'est 5% du PIB, c'est 18% du budget de l'État, c'est 66 000 emplois directs. Et c'est, bon an, mal an, quelque chose de l'ordre d'1 milliard de dollars d'exportation. Vous voyez donc l'importance de ce secteur dans l'économie nationale. Seulement, ce secteur ne joue pas encore et ne fournit pas encore tout ce qu'on attend de lui, en particulier l'intégration à l'économie. Mais pourquoi? Et c'est ce qui fait que c'est justement sur ces domaines-là que le gouvernement aujourd'hui concentre ses priorités. On a aujourd'hui un outil, un cadre programmatique qui est la stratégie nationale de gestion durable des pêcheries et de l'économie maritime, qui est basé sur deux priorités essentielles. Il y en a plusieurs, mais deux essentielles. La préservation de la ressource et la multiplication et l'augmentation de la part des captures transformées à terre. Parce que jusqu'ici, les captures étaient exportées brutes, voire même transbordées en haute mer et n'étaient même pas débarquées sur le sol national. Et maintenant, la priorité, c'est d'augmenter cette part des captures transformées donc, et traitées ici pour augmenter les valeurs ajoutées, créer des chaînes de valeur, créer plus d'emplois. Pour cela, le gouvernement a déjà commencé à agir sur plusieurs leviers. On a par exemple la multiplication des points de débarquement aménagés. Mais vous pouvez parler un peu des leviers justement pour aller en profondeur? Justement, c'est ce que j'allais faire. Pour cela, le gouvernement compte multiplier d'abord les points de débarquement pour augmenter. On a aujourd'hui le port de Ndiago et le port de Tanit, dont l'opérationnalisation est en cours et qui vont participer de cette politique pour permettre le débarquement de plus et devenir carrément des pôles économiques bâtis autour de la pêche. Il y a les points de débarquement aménagés au kilomètre 93, au kilomètre 29, au marché de poissons de Nouakchott. Tout cela permet d'augmenter la part de débarquement de cette et la part de capture. Annuellement, les parts de capture, on a un potentiel d'à peu près 1,5 million et annuellement, c'est entre 1 million et 1,2 million de tonnes qui sont pêchées, dont à peu près les 2 tiers sont exportés. Et c'est ce qui fait ce niveau d'exportation de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre volet, c'est le développement de la pêche continentale et de l'aquaculture, dont des programmes importants ont été lancés récemment, notamment à Vomlgaïte et à Mahmoud Houd Sharqi. Là aussi, c'est un volet de la pêche continentale qui n'était pas développé. La pêche artisanale continentale est en train d'être développée, en particulier en multipliant la capacité navale du pays. Les chantiers navals mauritaniens sont en train de construire de nouvelles usines à Tanit, de multiplier leur capacité pour accompagner justement les demandes d'embarcation. Et donc il y a plusieurs politiques de développement de cette... Oui. Dernièrement, on a constaté la rareté des produits halieutiques à Nouadhibou. Quel commentaire faites-vous? Qu'en est-il vraiment? Écoutez, sur cette question, ça c'est une question à peu près peut-être périodique qui arrive souvent. Plus précisément, je vous renvoie à la réponse du porte-parole du gouvernement CAFET. Mais je serais tenté par dire que ça, c'est une question
qu'il faut peut-être laisser aux scientifiques. Nous avons un institut de recherche scientifique qui a de très bonnes équipes, qui connaît très bien les pêcheries en Mauritanie, les milieux marins et qui fait ses études régulièrement. Cela n'empêche pas qu'effectivement, de façon périodique, il peut y avoir une rareté de la ressource qui se renouvelle, mais de toutes les façons, actuellement, les équipes de chercheurs travaillent pour déterminer précisément cela et il faut attendre et les laisser faire leur travail. A-t-on fait le même constat à Nouakchott? On a fait le même constat à Nouakchott? Probablement, le littoral, vous savez, tout est relié. Il ne peut pas y avoir une rareté à Nouadhibou sans qu'il y en ait peut-être un peu à Nouakchott. Le poisson, ça ne reste jamais au même endroit. Ça bouge partout. C'est pour ça qu'il faut le capturer dès qu'il est là et dès qu'on peut, avant qu'il ne déménage. Mais les raretés cycliques ou périodiques, cela arrive. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que peut-être laisser les recherches se faire et peut-être aussi, effectivement, commencer à tirer la sonnette d'alarme pour être prêt à mettre en place les mesures de préservation et de sauvegarde. Mais je vous rappelle quand même que l'une des priorités, déjà, avant ces informations-là, du gouvernement, à travers cette stratégie, c'était la préservation de la ressource, la gestion responsable et durable des ressources et de l'environnement marin. Merci beaucoup, le deuxième pilier, excusez-moi, je n'ai pas fini, des secteurs productifs, ça c'était pour la pêche. Un autre pilier bien plus important, le monde rural, agriculture et élevage, qui contribue au PIB de façon plus importante. Justement, nous voulions en parler avec M. Kane. Si vous et qui fait vivre encore plus de monde. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce domaine-là, le gouvernement aussi a fait d'importantes réalisations, notamment en termes de multiplication des surfaces aménagées, des surfaces emblavées, des cours d'eau traités pour permettre cela, et même en zone pluviale aussi, des programmes ont été faits, notamment pour la multiplication et la maîtrise de l'eau de surface. Il y a un programme de 60 barrages aujourd'hui dans 10 régions du pays, c'est-à-dire pratiquement toutes les régions où il y a de l'eau de surface, soit en construction, en réhabilitation ou en extension. Et il y a des centaines de kilomètres, par exemple, de grillages qui ont été distribués pour la protection des cultures. Pour l'élevage, le gouvernement a mis en place, par exemple, cette année, le programme pastoral spécial pour protéger notre cheptel et nous permettre de traverser la période de soudure sans trop de dégâts. Et ça a été exceptionnellement un succès cette année. Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Pour en revenir un peu, Monsieur Kane, nous parlait du monde rural. Qu'en est-il vraiment, surtout avec ce qui s'est passé récemment avec les légumes? Ici, il y a eu un manque à un moment avec le barrage de Galgat. Bon, il n'y a pas de diversification culturelle ou qu'est-ce qui se passe il y a déjà des productions existent, des productions locales existent. Elles ont malheureusement le défaut d'être très limitées et d'être aussi, pour certaines, cycliques, notamment dépendant des eaux pluviales ou pour ce qui est de la production, notamment au nord dans les oasis, qui est assez cyclique. L'objectif du gouvernement avec le plan de maraîchage, c'est justement de produire les besoins nationaux, les besoins des citoyens en produits maraîchers, de les produire et d'avoir l'autosuffisance alimentaire dans ce domaine. Il est prévu cette année d'aménager ou de consacrer 3000 hectares au maraîchage. Les mesures sont prises pour aussi bien avoir toutes les semences, pour faciliter l'accès des citoyens à ces terres. Mais c'était déjà un programme qui était déjà établi ou c'est à la suite de bien la entendu, crise de deux choses ont accéléré le programme. C'est d'abord la Covid, parce que tout le monde sait que ça a mis en évidence le besoin d'être autosuffisant. Deuxièmement, il y a eu l'interruption du trafic routier entre notre pays et notre pays voisin, qui est toujours notre grand pourvoyeur de fruits et légumes. Donc, ces deux situations ont amené le gouvernement à accélérer un programme qui, de toutes les façons, était prévu. Mais, désormais, l'objectif du gouvernement est d'assurer l'autosuffisance de la Mauritanie, la souveraineté nationale, en production alimentaire, principalement en produits maraîchers. Et un vaste programme, donc, je vous dis, est lancé pour ce faire. Les 3000 hectares sont aménagés. En plus, pour l'agriculture en général, toute la mécanisation est en cours. Des brigades entières sont commandées pour permettre aux agriculteurs de disposer des moissonneuses-batteuses, des tracteurs agricoles, ainsi de suite, pour permettre de... Ça suppose des fonds et d'accompagnement. Est-ce que l'État crée des fonds et d'accompagnement? C'est déjà prévu dans le cadre du PROPEP et le marché est en cours de lancement au niveau du ministère du Développement rural.
Donc cet aspect est déjà prévu et les financements sont disponibles. Et l'État est conscient que l'objectif, l'accent doit être mis sur cette production nationale en produits alimentaires, notamment en produits maraîchers. Et comment parler de notre aspect, justement, de ces différents axes? L'une des préoccupations majeures du gouvernement est le renforcement des capacités des ressources humaines. Nous en avons parlé tout à l'heure. Aussi valoriser le capital humain qui est devenu impératif pour le développement économique, bien sûr. Quels sont les fondamentaux pour atteindre cet objectif, Monsieur Mohamed Ba Hamadan? Bon, moi, je vais parler d'un aspect. Mes collègues compléteront pour les autres. Parce qu'il y a une certaine répartition en fonction des compétences des uns et des autres. Tout à fait d'accord. Et je ne vais pas beaucoup être à l'origine un peu d'un chevauchement au niveau de cet aspect, d'autant plus que les chevauchements font partie des dysfonctionnements que nous avons toujours au niveau de notre administration. Donc pour cet aspect de renforcement des capacités, le volet numéro 1, à la fois du programme du président, mais aussi de la déclaration de politique générale. Et donc, dans le bilan, vous le constaterez, consacre une place à la redynamisation déjà de l'appareil administratif. Il y a eu la série de séminaires qui ont été organisés les semaines passées, qui ont touché un peu tous les niveaux de l'administration pour les ministres et les secrétaires généraux, les conseillers juridiques, les DAF et les directeurs des études. Pour la redynamisation, pour la mise à niveau de l'appareil administratif pour que cette administration longtemps critiquée puisse bouger un peu pour à la fois concevoir les politiques, les mettre en œuvre et permettre un peu de satisfaire les besoins des citoyens. Une mise à niveau. Parce que l'administration est là pour satisfaire les besoins de nos citoyens. Donc à ce niveau, il y a aussi, cette série va être complétée par un programme de perfectionnement qui va être organisé au niveau de l'ENAJ, l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature, qui va toucher l'ensemble des fonctionnaires de l'État et l'ensemble des métiers au niveau de l'administration. Et ça va s'étaler sur 2 ans, 3 ans, peut-être sur toute la durée du mandat, pour permettre au bout du compte que nos fonctionnaires et nos agents publics puissent effectivement effectuer le travail qui leur est confié et que ça donne satisfaction à la fois dans la mise en œuvre des politiques, mais aussi, évidemment, tout cela, c'est pour satisfaire les besoins de nos citoyens. Donc, ces agents, ces ressources humaines, ces fonctionnaires, ces agents de l'État sont à la fois dans le secteur économique, dans le secteur éducatif, dans le secteur des infrastructures, ils sont partout parce que ces fonctionnaires sont ceux qui sont en train de faire tout ce que mes collègues étaient en train d'expliquer. Et si ces ressources humaines ne sont pas préparées pour ces missions, nous risquons malheureusement... Quelle sorte d'administration avons-nous besoin aujourd'hui en Mauritanie? Quelle sorte d'administration avons-nous besoin aujourd'hui en Mauritanie? La sorte d'administration, elle est connue un peu, elle est recherchée partout dans le monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une administration moderne, performante, dont les fonctionnaires sont compétents, intègres, soucieux de la satisfaction des besoins des citoyens. Et c'est un peu tous ces éléments-là, tous ces concepts qu'on retrouve à la fois dans le programme du président, mais aussi dans la déclaration de politique générale et dans le bilan. Et c'est un peu sur cela qu'on s'attelle un peu à ce que l'appareil administratif puisse être au rendez-vous, puisse être préparé pour mieux contribuer dans l'effort de développement au niveau du pays. Parce qu'à la fois au niveau du développement économique, au niveau du capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé, mais aussi pour tout ce qui concerne les infrastructures de développement, il y a toujours derrière des fonctionnaires de l'État. Et ces fonctionnaires doivent être formés, bien formés, pour bien faire ce travail, et doivent être aussi équipés de moyens qui leur permettent aujourd'hui, dans un monde qui travaille avec des outils extrêmement performants, d'avoir des résultats
d'avoir des résultats dans de très bonnes conditions, parce que nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de changer les mentalités de nos fonctionnaires, nous avons besoin de réhabiliter un certain nombre de valeurs républicaines qui manquent malheureusement, et de reprendre de bonnes pratiques que nous avons malheureusement perdues au niveau de notre administration. Donc ça, je pense que ça, c'est un peu ce qui va permettre en réalité tout ce qui concerne les institutions, la préparation de l'administration, le renforcement des capacités, c'est ce qui va permettre un peu de mettre en œuvre toutes ces politiques qui ont été développées. Merci beaucoup, M. Mohamed. Selon vous, Mme Hindou, quelles sont les valeurs justement dont on a besoin dans notre administration? On a besoin de valeurs essentielles globalement, parce que là, et pas uniquement l'administration. L'administration, c'est vrai que c'est un peu le maître d'ouvrage, c'est lui qui va décider. Ce sont en quelque sorte ceux qui vont exécuter les politiques publiques. Donc elle est censée être au centre de tout ça. Et donc les capacités de cette administration et des agents de cette administration, leur capacité à être à jour est là et de répondre convenablement à la demande des citoyens, à la demande de l'économie, à la demande de la modernisation et de la modernité. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que quand on parle de redynamiser, redynamiser en soi, ça porte tout le sens de l'absence de ce qui existe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va redynamiser? C'est quelque chose qui n'était pas dynamique. Donc on va redynamiser parce que ça ne marche pas. Mettre à jour. Donc c'est un constat en soi. Donc on sait que ça, c'est quelque chose à faire. Les ressources humaines sont fondamentales dans toute l'approche. Donc l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des jeunes, la création de l'emploi, la formation professionnelle, et l'école, et l'enseignement. L'enseignement. Le citoyen, l'individu mauritanien, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit être, comment on va le former, à quoi et pourquoi. Il est l'objectif, il est la finalité, mais il est aussi l'outil de tout ce qu'on va faire. Donc tout ça, c'est une approche globale. Il n'y a pas un élément qu'on va faire sortir tout seul. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut essayer de faire marcher en même temps. Ce n'est pas facile, mais il faut bien commencer quelque part. Vous avez parlé d'outils, mais l'outil informatique et dans la gestion de l'administration est importante. Est-ce que notre administration ou notre État est conscient de cela? Parce qu'on est quand même au XXIe siècle où tout est numérisé, absolument, où on va encore à plus de numérisation. C'est fondamental parce que la modernisation de l'administration, il y a déjà un département qui s'occupe de la modernisation, il y a un département qui s'occupe des nouvelles technologies, des développements de la numérisation, il y a un Conseil national du numérique présidé par le Premier ministre. Donc il y a cette ambition, il y a ce sentiment, ce besoin. Et on sait qu'aujourd'hui, l'élément numérique est le seul qui peut nous permettre. Est-ce que cela se ressent maintenant dans l'administration, dans la rapidité du traitement? Oui, forcément, parce que Covid a imposé, en quelque sorte, aux gens qui ont besoin de travailler, qui sont obligés de travailler, de devoir travailler à distance. Travailler à distance, ça veut dire Internet. Donc ça a imposé, ça a mis à nu. Comme pour la santé, le Covid aussi a mis à nu l'absence d'infrastructures du numérique, l'absence de la numérisation et l'absence de la numérisation à tous les niveaux. Donc ça, c'est un processus qu'il faut prendre fondamentalement et ça fait partie des choses qui sont en perspective. Dans les perspectives pour l'année, c'est l'amorce de ce processus-là de mise à niveau fondamental du domaine du numérique, c'est-à-dire tout numériser. Il faut qu'on y arrive parce que maintenant, rien que pour payer sa facture, c'est tout un problème. Avec Covid, c'est encore plus compliqué. Donc, oui, rapidement, nous sommes rattrapés par le temps. On va parler du dernier axe. Une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, Monsieur Kane. Quelle lecture peut-on faire de cette déclaration? En sachant bien sûr que cette cohésion nationale suppose une adhésion à une communauté du destin, par exemple, pour le pays? Forcément. De toutes les façons, cette adhésion, à mon avis, elle n'est même pas discutable, elle est évidente. Maintenant, la Mauritanie est un peuple divers sur le plan culturel. Comme tout le monde le sait, c'est une richesse. Et l'objectif, et d'ailleurs l'ambition de l'État et l'effort de l'État qui est consacré, est pour renforcer cette diversité
et pour l'enrichir. Au niveau culturel, la plupart les grands axes du programme culturel consistent à mettre en œuvre cette diversité qui est d'abord, de s'appuyer sur notre patrimoine commun qui est l'islam. Et à ce niveau, beaucoup de choses ont été faites au niveau des mahadras, au niveau du conseil de la fatwa, au niveau de certaines institutions qui sont en charge de cette activité pour redynamiser ce secteur de l'enseignement donc fondamental, de l'enseignement supérieur en matière islamique. Deuxièmement, de mettre l'accent sur les langues nationales. Elles ont, au niveau constitutionnel, elles ont été consacrées. Il y a des programmes pour valoriser au niveau de l'UNESCO justement les manuscrits qui sont issus de la vallée et certaines épopées de légendes guerrières qui sont connues au niveau de la vallée. Donc l'objectif est justement de montrer ce peuple divers et de valoriser toute cette culture et de faire que les uns et les autres la connaissent, cette culture. Merci, M. Kane. M. Mohamed Emile, comment valoriser justement, comme a dit M. Kane, justement notre diversité et tout, pour vraiment une société fière de sa diversité? Une société fière de sa diversité est d'abord une société consciente de cette diversité et qui apprend dès le plus jeune âge à vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'acceptation de la différence et sa valorisation et sa mise. Ce que le gouvernement a commencé à faire, notamment par la promotion de l'école républicaine, pour commencer déjà à préparer dès le plus jeune âge cette vivre ensemble entre les différentes communautés du pays pour permettre d'abord cette connaissance et pour préparer le terrain à cette fierté dans la diversité. Maintenant, il a parlé aussi effectivement du développement de tous les programmes culturels et les programmes de la promotion du patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel, dont nous avons des sites et des types très riches et très variés et qui sont connus et qui ont été jusqu'ici effectivement pour une très grande partie le ciment, sinon le seul ciment de notre unité jusqu'ici et de notre connaissance et de notre fraternité. Il faut continuer à développer ces gisements-là parce que c'est l'essentiel de devenir de notre pays en tant que communauté et de notre vivre ensemble. Merci beaucoup, M. Mohamed Emine. Madame Hindou, comment développer justement ces gisements? Le fondement, et ça c'est dans le programme du président de la République, c'est la justice sociale. Donc la justice sociale est un fondement de ce vivre ensemble, de cette unité, de cette appropriation et de cette fierté de l'appartenance. Donc chacun doit sentir qu'il appartient à ce pays et qu'il est fier d'être mauritanien. Être fier d'être mauritanien, c'est se reconnaître à travers sa culture, à travers son identité, à travers ce qui les lie et à travers le patrimoine commun. Donc nous avons énormément de patrimoine commun qui nous lie, mais fondamentalement, et c'est sur ça que l'État a travaillé, et c'est l'un des objectifs fondamentaux, c'est la justice sociale. Donc ça, c'est le fondement et c'est le ciment. Et ça, c'est un objectif fondamental du programme du président de la République. Merci beaucoup, Madame Hindou. Et selon vous, M. Mohamed Enba, quel est ce patrimoine justement qu'on partage ici en Mauritanie? Moi, je ne vais pas répondre à cette question parce que les éléments du patrimoine ont été soulevés. Mais c'est important que vous donniez votre avis. Mais pour la question de la cohésion nationale, je pense, comme ça a été dit, que l'école est un peu là où on façonne les citoyens. Et cette école républicaine elle est dans le programme, dans le projet, et je pense qu'on compte beaucoup là-dessus pour qu'effectivement nous ayons des citoyens qui sont conscients effectivement de la diversité et aussi du fait que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Dans ce cadre-là, il y a aussi à signaler que nous avons déjà commencé au niveau de l'École nationale d'administration les tests de cours de langue pour nos fonctionnaires, les langues nationales, pour qu'ils puissent communiquer avec les citoyens là où ils se trouvent sur le territoire national, pour que nos administrateurs, nos magistrats puissent pouvoir communiquer directement, sans interprète, avec
nos citoyens dans toutes les langues nationales. Et ça, je pense que c'est un processus avec l'école républicaine et avec, comme vous l'avez dit, un peu la répartition, une meilleure répartition du revenu national. Je pense que ça, c'est des éléments qui vont contribuer de manière significative à ce qu'il y ait une cohésion, à ce que tout le monde se trouve dans ce projet et qu'il puisse effectivement le défendre, c'est-à-dire cette société mauritanienne, cet État mauritanien. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je pense que les éléments sont là et la volonté politique pour que, effectivement, tout le monde se rende compte que nous sommes des citoyens de ce pays, nous devons y vivre, nous devons cohabiter et nous devons tout faire pour que toutes ces politiques publiques-là donnent de bons résultats au profit de tous. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Bahamed. Je vous rappelle que vous êtes conseiller au cabinet du Premier ministre. On aurait aimé avoir plus de temps, mais nous sommes rattrapés par tous les programmes. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Khan Brahim, chargé de mission au cabinet. Également, Madame Hindou Ainina, conseillère au cabinet, et Monsieur Mohamed Lemine Hamadi. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Mamadou Gueye, notre coordinateur, et Rabia Deida, bien sûr. Et merci à toute l'équipe qui nous ont accompagnés tout au long de notre émission. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.